Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Sifour parce que hier nous avons trouvé sur Twitter une remarque de votre part qui demande à être développée. Vous avez tweeté, je vous cite, « À l'Assemblée nationale, l'ambiance est délétère ». Il est difficile en 140 signes de préciser ce qu'on veut dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'ambiance à l'Assemblée nationale est délétère? Bien, d'une part, on s'aperçoit du grand état d'impréparation du gouvernement et d'autre part de l'impérieuse volonté d'un certain nombre de ministres ou de parlementaires du Parti socialiste d'exister en prenant des positions qui sont contraires à celles du gouvernement. Et donc on assiste en permanence à des allers-retours, des marches en avant et des marches en arrière qui deviennent difficilement compréhensibles. Mais nous ne sommes que dans le premier semestre de leur mandat. Vous savez comme moi qu'un gouvernement impopulaire dure aussi longtemps qu'un gouvernement populaire. Ah mais je ne dis pas que le gouvernement ne durera pas, ça c'est un autre problème. Encore que, il y a de très nombreux prétendants à la succession de M. Ayrault. On a le sentiment que la succession de M. Ayrault est déjà ouverte. Quand Mme Pulvar, compagne de Montebourg, annonce sans sourciller qu'elle verrait bien Montebourg Premier ministre, laissez-moi vous dire que c'est quand même assez surprenant. Bon, est-ce que c'est pas simplement de la politique comme on en fait à Paris et à laquelle il ne faut pas accorder plus de crédit que ça? Franchement, c'est mon troisième mandat de parlementaire, je n'ai jamais connu ça. C'est ce que j'allais vous demander. La situation est très différente des 15 dernières années où vous avez connu aussi, par exemple, de la cohabitation et des chahuts à l'Assemblée nationale. Alors, je n'ai pas connu de cohabitation, j'ai toujours été élu dans la majorité, mais il n'y a jamais eu cette ambiance et ces chahuts dès le début d'un gouvernement. L'autorité de M. Ayrault est contestée par son propre camp, elle n'est pas contestée par l'UMP, c'est son propre camp qui conteste M. Ayrault. Alors évidemment l'UMP s'engouffre là-dedans et en rajoute, mais il faut bien voir que la contestation est interne au Parti socialiste. Alors une dernière question au niveau national. Un exemple local, excusez-moi, un exemple local. Vous lisez Varmatin hier et vous lisez le compte-rendu que M. Vuillemot fait de la visite d'un responsable du Parti socialiste, qui met en cause l'autorité directe du président de la République. Une dernière question, puisqu'on est au niveau national, en ce moment à l'UMP, l'UMP doit choisir son chef. Il reste en course 2 candidats. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est une phrase de M. Guénaud qui dit « Les élections à l'UMP, c'est à mi-chemin entre la Corée et Cuba ». Oui, M. Guénaud aime beaucoup les petites phrases, les bonnes phrases. C'est la première fois que notre mouvement se lance dans l'élection de son président de façon totalement démocratique. Alors, certes, c'est perfectible. Certes, on pourrait revoir le problème des parrainages. Certes, on pourrait revoir le problème des moyens donnés aux candidats. Tout ce que vous voulez. Mais c'est un pas considérable par rapport à ce qui se faisait dans notre mouvement jusqu'à présent. Et en outre, par rapport à la désignation du premier secrétaire du Parti socialiste, là alors on va nommer le leader Maximo. Bon. Au niveau, revenons à un niveau départemental. Récemment, la commission départementale de la collaboration intercommunale a rendu son rapport. Toujours sur Twitter, vous avez eu un tweet sanglant que je mets entre guillemets, où vous disiez « Ce projet tient compte des gens et pas des territoires ». Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors très clairement, d'abord si on regarde bien, ça n'est pas le projet que le préfet avait initialement prévu. Non, puisque le préfet lui souhaitait 6 intercommunalités alors qu'il y en a 13. Voilà. Donc quand j'interviens sur Twitter pour faire savoir que je n'approuve pas ce projet, je me concentre uniquement sur l'aire toulonnaise. Je n'ai pas la prétention de m'immiscer dans les intercommunalités de la région de Fréjus-Raphaël ou bien de Brignoles-Saint-Maximin. En ce qui concerne la coopération de Toulon, de toute évidence, nous sommes dans ce que j'ai appelé une occasion manquée. C'est quoi la coopération intercommunale? C'est de regrouper toutes les populations d'un même bassin de vie de façon à mutualiser les moyens. Or, c'est quoi un bassin de vie? C'est l'endroit où vous allez à l'école, c'est l'endroit où vous vous faites soigner, c'est l'endroit où vous pratiquez la culture, c'est l'endroit où vous faites vos courses. Alors qu'on m'explique que les Sanariens et les Bandolais fassent leurs courses à Signes ou au Bosset plutôt qu'à Toulon, c'est difficile à avaler. Qu'on me dise que les enfants de Bandol et de Sanary vont au lycée, au Bosset ou à Saint-Cyr, c'est aussi une contre-vérité. Ils vont à Toulon. De toute évidence, Bandol,
Sanary, Le Bosset font partie de la communauté de vie de Toulon. Ils auraient dû être rattachés à Toulon. Dans ce secteur-là, on a tenu compte de la personnalité des élus et pas de la réalité des territoires. Or, ce que je dis depuis longtemps, je ne serai plus élu depuis longtemps que l'intercommunalité existera. Le maire de Toulon et le maire de Sanary ne seront plus les mêmes depuis longtemps que l'intercommunalité existera. Il fallait donc la réalité, la vérité et l'efficacité, c'était de faire un bassin qui soit conforme au bassin de vie. Mais sur le fond, l'histoire vous donnera vraisemblablement raison, et l'univers, le bassin de vie de Saint-Cyr à la Londe sera en fait le même, parce que la compétition est internationale et qu'il faut placer l'agglomération toulonnaise en face de Gênes, de Barcelone. Oui, c'est un peu la problématique. Écoutez, non, c'est pas ça la problématique. La problématique, c'est de faire en commun un certain nombre d'équipements structurants et de les faire financer par les gens qui ont à les financer. Je vais vous prendre un exemple. L'échangeur autoroutier destiné à Sanary et à Olioul va-t-il être financé par la seule communauté d'agglomération de Toulon alors que Sanary n'en fait pas partie? On voit bien que les problèmes de circulation dans l'Ouest Var concernent ceux qui concernent la Seine, ceux qui concernent Sifour, ceux qui concernent Olioul sont directement impactés par les problèmes de Sanary et de Bandol. C'est un exemple. Il est donc légitime que ces équipements soient des équipements communautaires. Les gens de Sanary vont à l'hôpital à Toulon ou à la Seine. Leur centre de sécurité sociale est à la Seine. Leur lycée est à Toulon. Leurs supermarchés, leurs hypermarchés sont dans l'agglomération de Toulon. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire abstraction des personnalités des uns et des autres. Bien. Il y a un autre sujet qui fait polémique et qui est revenu au devant de la scène depuis hier, c'est la fameuse LGV. Alors apparemment, on en changerait le nom. Quelle est votre position par rapport à la proposition de Michel Vauzel hier dans les médias qui disait qu'il était favorable à une ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice? Alors je suis d'accord avec lui, j'ai toujours été favorable à une ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice, à condition qu'on utilise le tracé qui permet d'aller le plus vite possible. Et non pas un tortillard qui desservirait toutes les gares entre Marseille et Nice. Hein, voilà. Par contre, j'ai envie de dire à M. Vauzel, avant de faire une ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice, faudrait-il encore avoir des trains capables de rouler normalement et d'arriver à l'heure entre Marseille et Toulon? Qu'il s'occupe des trains régionaux, parce que ça c'est sa compétence et il a beaucoup de travail. Demandez aux utilisateurs comment fonctionne le rail entre Marseille et Toulon et vous serez extrêmement surpris. Sur la LGV, ma position est claire, oui à une ligne rapide, non à une ligne qui passerait dans le Simion permien et notamment dans le Bandolais. Cette ligne est la plus coûteuse qui soit, elle est ravageuse en termes écologiques et elle est inefficace. Donc la seule solution qui reste, c'est se servir de la gare d'Aix, qui au départ était prévue pour être un nœud multimodal, et relier l'est du département au niveau du Luc ou des Arcs. Mais c'est exactement la même chose que l'intercommunalité. Ça, c'est le projet initial. Et on s'aperçoit que quand les gens de l'RFF déposent leur projet, ils ont raison. La LGV doit impérativement bifurquer au minimum au niveau de Aix, peut-être même plus haut, de façon à gagner du temps pour Nice. Le vrai problème, c'est Nice, qui est une ville enclavée. Bien. Au niveau local, vous avez eu presque tous les mandats. Vous avez été député, vous avez été conseiller général, vous avez été maire, vous êtes toujours maire. Quel est le mandat qui est le plus cher à vos yeux? Oh, il y a indiscutablement le mandat de maire. Et pourtant, c'est le mandat qui vous explique, qui vous expose et qui vous met de plus en plus de responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'être maire d'une petite ville? Alors d'abord, Sifour, c'est pas une petite ville, c'est une ville moyenne. Il y a certainement une taille de ville où c'est compliqué. Dans les villes petites, comme vous le dites, où il n'y a pas de moyens. À moins de 5000 habitants, c'est difficile. Je ne sais pas où il faut mettre le curseur, mais 5000 habitants, c'est certainement très compliqué. Parce qu'il faut déjà avoir les moyens d'avoir des services étoffés avec des fonctionnaires compétents, capables de vous assister dans votre travail. Là, à partir de 25 ou 30 000 habitants, il est clair que les villes ont les moyens d'avoir ce type de structure. C'est le moyen où on fait des choses. C'est le mandat où on fait des choses, où on réalise, où on voit ce qu'on a fait. D'ailleurs, une des difficultés de l'Assemblée nationale aujourd'hui, on le voit bien, c'est le fait que beaucoup de députés n'ayant pas d'autres mandats
que le mandat de parlementaire, et notamment au Parti socialiste, se croient obligés, pour exister politiquement, de prendre le contre-pied de leur majorité. Si vous allez dans les couloirs de l'Assemblée, qui porte la contradiction? Ce sont de jeunes députés socialistes qui n'ont que ça à faire, qui n'ont pas de mandats locaux, qui sont donc en panne de reconnaissance, et ça c'est un vrai problème. Alors là, vous soulevez un autre, c'est le problème du cumul des mandats. Apparemment, c'est dans les tuyaux. Quelle est votre position par rapport à ce sujet? Très clair, un mandat local, un mandat national. Franchement, quand on n'aura plus que des députés qui ont un seul mandat, d'abord c'est les partis politiques qui désigneront les députés. Le fait d'être maire d'une grande ville ou d'une ville moyenne vous permet d'être candidat sans l'onction des partis politiques. Deuxièmement, vous aurez alors des professionnels de la politique, tous sortis de l'ENA ou de Sciences Po, et on sait bien où ces gens-là nous mènent. Ils sont coupés de la réalité. Franchement, quand vous discutez à Paris dans les commissions, vous vous apercevez que le fait d'avoir un enracinement local, c'est aussi être confronté tous les jours à la réalité des difficultés de nos concitoyens. Eh bien, monsieur le député maire, je vous remercie. Merci à vous.